Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. Bonjour et encore bonsoir, chers aimables auditeurs, et bienvenue au journal de la RPA parlé en langue française. Sans trop tarder, passons immédiatement à l'essentiel de l'édition. Le ministère ayant en charge de l'agriculture dans ses attributions reporte l'achat des grains du maïs par la Nagessa pour ce jeudi 26 juin 2025 alors que ce rendez-vous était fixé pour le 16 juin. Les agriculteurs regrettent d'avoir déjà vendu leur récolte à un prix dérisoire suite au grand retard de la Nagessa. Apparition d'une maladie dite dermatose nodulaire qui attaque les bovins en commune et Ourambi de la province Rumongue. Les éleveurs lancent un cri d'alarme. Dans le mini-magazine au cœur de la société, l'on analysera les propos du président Évariste Ndayishimiye sur le fonctionnement de la magistrature burundaise. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue par le sécuritaire. D'abord, la province de Gitega compte parmi les provinces du pays qui enregistrent plusieurs cas d'assassinat. La rédaction de la RPA a répertorié 20 personnes tuées dans cette province depuis le début de cette année 2025. Les policiers seraient les principaux auteurs de ces crimes. Les détails avec Emmanuel Ndayishimiye. Parmi les cas d'assassinat répertoriés par la RPA depuis le début de cette année au sein de la capitale politique Gitega, au cours de ce mois de juin, on a connu 3 personnes. La première est une sexagénaire du nom de Mathilde Ndereimana. Son corps a été retrouvé à son domicile sur la colline Kinyinya en commune Mutaho samedi dernier. Nos sources à Mutaho indiquent que la victime a été tuée par des inconnus. Elle était suspectée de la sorcellerie. La deuxième personne tuée est un certain Jean Maniratunga, âgé de 36 ans. Lui aussi, son corps a été retrouvé à son domicile sur la colline Masango en commune Mutaho. Nos sources à Mutaho ont indiqué que la victime avait des blessures au niveau de la tête. La troisième personne tuée au cours de ce mois de juin est une personne qui n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert entre l'avenue qui sépare les quartiers Carrera 1 et 2 au chef-lieu de la province Gitega. Nos sources à Gitega indiquent que la victime a été tuée par les habitants du quartier Lakiza Dovol. Au cours du mois de mai dernier, ce sont 3 personnes qui ont été tuées à Gitega. Le premier est un certain Aboubakar Sengiumva. Il a été tué par les habitants au milieu du quartier Carrera 1 et 2 au chef-lieu de la province Gitega lorsqu'il était en train de voler. La deuxième est connue sous le nom de Léopold Mbissa Matole. Nos sources à Gansoro indiquent que son corps a été découvert dans la rivière Ruzironza. Elle avait beaucoup de blessures au niveau de la tête. La troisième personne tuée au mois de mai dernier est un enfant de 8 mois. Son corps a été retrouvé dans les toilettes de l'école fondamentale de Jimbi, commune et province Gitega. Une personne a été arrêtée par des réseaux d'enquête. Au cours du mois d'avril, la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées. Le premier est un certain Damas Butoi, alias Konda Konda Nyororo, âgé de 43 ans, vendeur des chaussures. Il a été tué par des Imbonerakure au quartier Nyamugali, ville de Gitega. Les motifs de ce crime restent inconnus. Une personne assassinée est connue sous le nom de Deo Bakizumusaya, âgé de 55 ans. Il a été poignardé à son domicile sur la colline Lukobede en commune Itaba. Nos sources à Itaba ont fait savoir que la victime était suspectée de la sorcellerie. La troisième personne tuée est une femme du nom de Josiane Bukuru. Son corps a été découvert dans la rivière Ruziroza en commune Giheta. Nos sources au chef-lieu de la province Gitega ont révélé que la victime était disparue depuis 3 jours avant son assassinat. Le quatrième personne tuée le mois de mars cette année, toujours dans la capitale politique Gitega, il s'agit d'un certain Jean-Marie Hakizimana, âgé de 29 ans. Il a été fusillé lorsqu'il tentait de s'évader du cachot de la police judiciaire de police à Gitega où il était détenu. Au mois de février, la RPA a pu répertorier des cas de 2 personnes tuées à Gitega. Le premier est un certain Nestor Nyongabo. Son corps a été retrouvé tout près de l'église méthodiste en
en commune Nyarusange. Nos sources à Nyarusange ont indiqué que la victime avait des blessures au niveau de la tête. La deuxième personne tuée le mois de mars est un corps sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié. Nos sources à Gitega indiquent que la victime a été tuée par la population lorsqu'il tentait de voler au quartier Magarama. La RPA a pu répertorier des personnes tuées le mois de février dernier en province de Gitega. Nos sources à Gitega indiquent que la victime avait des blessures au niveau de la tête. La deuxième personne tuée le mois de février est un certain Tarsis Ndaïrou qui est âgé de 62 ans. Son corps a été découvert dans la vallée de Nyambeho dans la commune Guieta et que le cadavre était en état de décomposition. Des personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La RPA a pu répertorier 6 personnes tuées le mois de janvier juste au début de cette année. La première est une jeune fille du nom de Josiane Nyonguru. Son corps a été retrouvé au quartier Magarama, ville de Gitega. Nos sources à Gitega ont fait savoir que la victime a été violée puis décapitée par des inconnus. La deuxième personne est un certain Oscar Minani, âgé de 73 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile en commune Bouraza. Nos sources à Bouraza ont indiqué que la victime a été étranglée par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. La troisième personne est connue sous le nom de Fabrice Nyongabo, âgé de 30 ans. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital de Gitega parce qu'il avait été battu par des Imbonerakure qui l'ont accusé de voler sur la colline Kiwouye en commune Bukirasazi. La quatrième personne tuée est un certain Désiré Kwizerimana, âgé de 40 ans. Lui aussi, il a succombé à ses blessures à l'hôpital de Gitega suite de la torture lui infligée par des militaires au chef-lieu de la province Gitega. La cinquième personne tuée est un motard qui n'a pas été identifié. Celui-là a été tué par des policiers lorsqu'il tentait de saisir la moto de la victime. La scène s'était passée près du marché de Gitega. La sixième personne tuée au cours du mois de janvier dernier est un certain Marc Manirakiza, âgé de 30 ans. Il a été poignardé par des inconnus sur la colline Nyakanazi en commune Gishubi. Nos sources à Gishubi indiquent que le conflit foncier est à l'origine de ce crime. Merci à Emmanuel Ndaïchimi. En politique, ce mardi 25 juin 2025, l'ambassade du Burundi aux États-Unis d'Amérique, en collaboration avec la Commission Vérité et Réconciliation CVR, ont organisé un événement intitulé le génocide de 1972 contre les Burundais de l'ethnie Hutu qui s'est déroulé au siège des Nations Unies à New York. Un événement très préoccupant pour les différentes organisations de la société civile au Burundi, étant donné que jusqu'à présent, aucune instance internationale compétente n'a juridiquement reconnu les massacres de 1972 comme un génocide. Ceci ressort de la déclaration conjointe de 20 organisations de la société civile burundaise sortie ce mercredi. Gervais Niligila, coordinateur des programmes à l'organisation SOS Torture Burundi, qui a représenté les autres organisations signataires, rappelle aussi que la CVR du Burundi a été instrumentalisée par le pouvoir du CNDD-FDD pour promouvoir une mémoire unilatérale centrée sur une seule ethnie Hutu au détriment d'autres citoyens tués, ce qui divise au lieu de réconcilier les Burundais. Ces organisations de la société civile interpellent alors l'ONU de rester neutre et de ne pas prêter sa tribune à des initiatives perçues comme partisanes et politisées. Suivez plutôt Gervais Niligila, coordinateur des programmes à l'organisation SOS Torture Burundi. Nous, organisations de société civile burundaise indépendante, sommes profondément préoccupés par la tenue d'un événement prévu aux Nations Unies ce 25 juin intitulé « Le génocide de 1972 contre les Hutus du Burundi ». Cet intitulé est problématique sur plusieurs plans. Aucune instance internationale compétente n'a juridiquement reconnu les événements de 1972 comme un génocide au sein du droit international. Or, la qualification de génocide ne peut pas reposer sur une lecture politique ou sélective de l'histoire, mais doit suivre une démarche rigoureuse et impartiale conforme à la Convention de 1948. Depuis 2015, nous observons que la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi a été instrumentalisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour promouvoir une mémoire unilatérale centrée sur 1972 au détriment d'autres tragédies majeures de 1965, 1988, 1993 et 2015. Ce traitement biaisé de la mémoire divise les Burundais au lieu de les réconcilier. Il nie la souffrance
de nombreuses victimes, notamment les Tutsis, et occulte les crimes impunis récents, dont ceux de 2015, toujours sous enquête dans ces pays. Les Nations Unies elles-mêmes ont à plusieurs reprises critiqué la partialité de la CVR dans les rapports de 2020 et de 2021. Et pourtant, le silence actuel de l'ONU sur cette instrumentalisation de la mémoire est une occasion manquée de promouvoir la justice et la vérité pour tous. C'est pourquoi l'organisation de la société civile indépendante appelons les États membres de l'ONU à préserver la neutralité et la crédibilité des Nations Unies en empêchant l'organisation de prêter sa tribune à des initiatives perçues comme partisanes ou politisées avec la tenue de cet événement dans ses prémices. À prendre des mesures nécessaires pour mettre en œuvre la résolution S 1996/682 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en veillant à la création d'une commission internationale indépendante chargée d'enquêter de manière impartiale et exhaustive sur l'ensemble des crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis l'indépendance. À prendre des dispositions nécessaires pour que le Conseil de sécurité remette le Burundi à son ordre du jour pour prêter l'attention voulue à la grave crise qui traverse ce pays et sans perspective d'avenir. La mémoire ne doit pas être un outil politique, elle doit être un chemin vers la justice, la paix et la réconciliation véritable pour tous les Burundis. C'était Gervais Nividi, la coordinateur des programmes à l'organisation SOS Torture Burundi. Une maladie connue sous l'appellation de dermatose nodulaire affecte ces derniers jours les bovins de manière récurrente dans certaines zones de la commune de Burambi en province Rumonge. Les éleveurs de cette région demandent à cet effet aux autorités compétentes de leur fournir un vaccin ou un traitement vu l'ampleur de la maladie qui a déjà tué un certain nombre de vaches. David Claude Bananayo nous informe sur cette maladie qui menace le bétail dans la commune de Burambi. Des éleveurs de la commune de Burambi tirent la sonnette d'alarme face à l'apparition depuis près d'un mois d'une nouvelle forme de la maladie, identifiée scientifiquement comme la dermatose nodulaire contagieuse. Cette pathologie vient s'ajouter aux formes déjà connues dans le pays, notamment celles affectant les pattes et la bouche des bovins. Certains éleveurs témoignent des symptômes inquiétants observés sur leur bétail. Des lésions cutanées semblables à de petites éruptions apparaissent sur la peau de l'animal, rappelant celles observées chez un enfant atteint de la varicelle. La vache malade cesse de s'alimenter et finit par être paralysée en raison de l'immobilisation progressive de ses articulations. Selon les éleveurs, cette nouvelle forme de la maladie se révèle bien plus agressive que les précédentes et les touche principalement les vaches récemment achetées sur les marchés qui deviennent ensuite vecteurs de contagion pour le reste du troupeau. Ils expriment leur profonde inquiétude face à l'inaction des autorités compétentes alors que la maladie continue de se propager sans qu'aucune mesure de prévention ou de traitement ne soit mise en place. Aucune mesure concrète n'est actuellement mise en place pour isoler les animaux infects qui restent dans les étables avec les bêtes saines, augmente ainsi le risque de contagion. Ce sont en grande majorité les vaches récemment acquises sur les marchés qui introduisent la maladie contaminent les autres. D'après les informations recueillies sur place, 4 vaches ont déjà succombé à cette maladie. Les éleveurs redoutent une aggravation de la situation, surtout en raison de la difficulté à accéder aux soins vétérinaires adaptés. La crainte d'une propagation massive pousse les éleveurs à demander une intervention urgente des services vétérinaires pour endiguer l'épidémie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à David Claude Bananayo. Une courte pause et puis on continue avec cette édition. RPA. Les habitants de différentes localités du pays se plaignent du retard observé dans l'achat de leur récolte du maïs par l'agence Anagesa. Le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage avait pourtant annoncé dans son communiqué que cette activité débuterait le 16 juin de cette année en cours. Certains agriculteurs déplorent qu'ils aient vendu leur récolte aux commerçants ordinaires à des prix inférieurs à ceux de l'Anagesa. N'est-ce pas Elvis Niomungi? Le rendez-vous qui avait été annoncé par le ministère de l'Environnement, Agriculture et
l'élevage aux agriculteurs que la Nagesa va acheter les récoltes du maïs est déjà dépassée de 9 jours. Les agriculteurs de la commune Busiga en province de Ngozi disent qu'ils n'ont pas encore vendu aucune quantité de maïs à la Nagesa et que certains ont déjà livré des récoltes aux commerçants à des prix insignifiants. Aucun grain n'a été acheté. Non, ils n'ont acheté aucun seul grain de maïs. C'est un problème. Les citoyens restent pauvres, bien qu'ils aient récolté. Les autres ont vendu leurs récoltes à bas prix à destination de Bujumbura, car ils n'ont pas d'autre choix. C'est vraiment un problème. La situation est identique en commune Matongo, province de Kayanza. Nombreux ont déjà achevé leurs récoltes en les vendant au marché noir à bas prix à 900 ou 1000 francs. D'autres quantités de maïs ont été déjà endommagées car le maïs d'aujourd'hui ne résiste pas. Donc, à 1700 francs, ils auront une petite quantité. En province de Karouzi, les habitants faut savoir qu'ils ont attendu un communiqué qui, d'habitude, était lu dans les églises pour annoncer le début de l'achat du maïs par la Nagesa, mais en vain. Merci à Hervis Niomungé. Les chemins faisant, le ministère de l'Agriculture a fini par indiquer ce mercredi que la campagne de vente des récoltes du maïs va démarrer ce jeudi. Déclaration du mois du ministre Prosper Dodico devant le Parlement où, conjointement avec la ministre du Commerce, répondait aux questions orales sur la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée nationale concernant la gestion de la récolte du maïs par la Nagesa. Le ministre Dodico a expliqué que le motif qui a retardé le début de la campagne de vente de récolte du maïs annoncé pour le 16 juin était le fait que les agents chargés de collecter les récoltes des citoyens avaient refusé de travailler et réclamé une augmentation de leur salaire. On l'écoute. Oui, nous avons entendu ce problème. Nous avons sorti un communiqué disant que nous allons acheter le maïs à partir du 16 juin, mais il y a eu une petite perturbation provoquée par une mésentente avec ceux qui sont chargés de collecter la récolte sur leur salaire. Ils voulaient l'augmentation, mais le problème est maintenant résolu. Hier, nous avons eu une réunion avec eux et nous avons trouvé un accord. Nous leur demandons de commencer l'achat du maïs dès demain. Je tiens à informer que nous avons décidé que ceux qui achètent le maïs doivent avoir un compte en banque ou microfinance parce que les paiements désormais vont être déposés sur les comptes. Nous informons aussi que nous avons emprunté les tablettes qui ont été utilisées pendant le recensement. La formation sur comment les utiliser va débuter bientôt, mais cela ne doit pas perturber l'achat du maïs. Ils vont se munir des registres pour enregistrer ceux qui amènent le maïs et puis les gens qu'on va former vont après prendre les données qui sont dans les registres et les faire entrer dans les tablettes. Il n'y aura pas d'erreur, même étant dans les bureaux, nous allons contrôler tous les hangars, comme nous faisons aussi avec le café. C'était le ministre en charge de l'Agriculture, Prosper Dodico. La pénurie de la grande Amstel 65 centilitres de la Braroudi est due à la maintenance de la ligne productrice de cette boisson, ce qui a causé sa spéculation sur le marché. Propos de Marie-Chantal Nijimbere, la ministre du Commerce, lors de la séance plénière où elle répondait aux questions des députés. Après avoir reconnu la pénurie de cette boisson, la ministre du Commerce a tranquillisé les consommateurs que la dite boisson sera disponible bientôt malgré sa production qui reste faible. Suivez Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce. Je vous ai entendu demander si les autres boissons ont été remplacées par l'Amstel Bright. En vérité, je vous dirais que ce n'est pas vrai. L'Amstel Bright n'a jamais remplacé d'autres boissons. Ici, je vous tranquillise. À côté des défis liés au manque de moyens pour importer le matériel et la matière première pour la production de tous les types d'Amstel, de même que les Fanta, le manque remarquable de cette boisson est lié à la maintenance de la ligne de production de cette boisson. Nous avons même lancé un communiqué à travers la Braroudi pour informer le public que du 7 au 17 mai, la ligne de production pour la Grande Amstel doit être suspendue de nouveau. C'est à ce moment que vous avez observé une pénurie de cette boisson, une pénurie qui n'a fait qu'augmenter celle qui existait déjà, et vous comprenez que la pénurie de cette boisson durant cette période de maintenance était inévitable. Mais je vous tranquillise car cette fois-ci, on a terminé à faire la maintenance de cette ligne et pour le moment, la Braroudi a déjà
commencé la production de la grande Amstel de 65 centilitres et il va réapparaître à nouveau sur le marché petit à petit, ce qui veut dire que l'Amstel Bright n'a jamais remplacé d'autres boissons. C'était Marie-Chantal Nijimbele, la ministre en charge du commerce. C'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Ce mercredi, nous revenons sur les propos du président Évariste Ndayishimiye par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire burundais. Des propos que d'aucuns taxent de mensonges notoires, d'autant plus que la justice burundaise est largement phagocytée par le pouvoir exécutif. À la présentation, Pierre Garou. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les discours sont nombreux au sujet du fonctionnement de la justice au Burundi, notamment ceux du président Évariste Ndayishimiye. D'un côté, il affirme que la justice est indépendante, mais d'un autre, il reconnaît ouvertement qu'elle doit suivre ses instructions. En fin de semaine dernière, lors de la clôture d'une croisade organisée par les autorités, il a déclaré avoir accordé l'indépendance au pouvoir judiciaire, mais que ce dernier n'a pas su utiliser cette liberté pour rendre une vraie justice aux citoyens. Des propos que beaucoup considèrent comme une tentative de tromper l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, car les faits démontrent que la justice est régulièrement utilisée comme un instrument par l'exécutif pour réprimer toute voix dissidente ou critique envers le régime. C'est ce que nous allons développer dans ce numéro du magazine Au cœur de la société. Je suis Pierre Garungu, bienvenue dans votre émission. Le président de la République affirme que les juges au Burundi l'ont trahi en rendant des décisions contraires à la loi et en se livrant à la corruption. Évariste Ndayishimiye soutient que les magistrats ont mis en place des lois qui les protègent, au point que même ceux qui commettent des fautes graves échappent à toute sanction. Il met en garde les juges en rappelant qu'en collaboration avec le Parlement, ils disposent du pouvoir de dissoudre entièrement le système judiciaire. Nos confrères de la radio Inzamba Agatekakawe ont préparé le son du président Ndayishimiye. Il existe un organe chargé de faire respecter la loi, c'est le système judiciaire. En principe, il devrait constituer le premier rempart contre toute violation de la loi. Mais lorsque j'ai découvert le fonctionnement réel du pouvoir judiciaire, je l'ai trouvé profondément corrompu. J'ai alors déclaré, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que plus personne, même les puissants qui manipulent les juges, ne puissent bloquer les dossiers en toute impunité. Or, j'ai constaté que ceux-là même à qui j'avais confié la mission de juger avec impartialité en profitaient pour agir à leur guise. Ils condamnent ou acquittent à leur convenance, convaincus que personne ne peut les remettre en question sous prétexte qu'ils sont indépendants. Un juge peut dire, personne n'a le droit de me demander comment j'ai rendu mon jugement. Ils ont façonné des lois pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Même lorsqu'ils commettent des fautes graves, ils ne sont pas sanctionnés. Dans son contexte, une réforme est impérative. Il est envisageable, en collaboration avec le Parlement, de refonder totalement le système judiciaire. Nous pourrions décider de tout dissoudre sans préavis, sans indemnité et reconstruire une justice nouvelle fondée sur des lois équitables. Les juges m'ont tellement trahi que parfois je me retrouve désemparé. On affirme que certains dossiers sensibles ont été étouffés parce qu'ils mettent en cause des personnalités influentes. Et je sais que cela continue. Vous, citoyens burundais, vous ne pouvez même pas porter plainte contre ceux qui vous oppriment. Je vous l'ai déjà dit, si quelqu'un vous empêche de dénoncer un criminel, informez-moi. J'ai en main le bâton de commandement que la loi m'a confié et je suis prêt à l'utiliser pour faire respecter la justice. Laissons voir s'il ne produira pas les effets attendus. Ce discours est pris comme mensonger lorsque le président de la République dit qu'il a conféré à la magistrature de l'indépendance entière alors que cette instance agit sous les ordres du chef de l'État lui-même ou encore manipulée par le parti CNDD-FDD et les Imbonerakure, déplore maître François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. D'abord, il ment, évidemment, lorsqu'il dit qu'il a donné à la justice sa pleine et entière indépendance. La justice reçoit et exécute les ordres
du président Ndayishimiye lui-même, du CNDD et même des Imbonerakure. Même s'il y aurait encore des magistrats qui font correctement leur travail, si tous ces gens dont je vous parle interviennent, les magistrats sont tout à fait impuissants. Parce que dans ce cas, ils ont le choix entre vivre ou mourir. C'est comme ça. Même si nous nous plaignons tous du dysfonctionnement de la justice, on ne peut pas reprocher aux magistrats de choisir de sauver leur peau face à un tel dilemme. Le président Ndayishimiye ment et de façon éhontée. Un seul exemple, au MSD, nous avons des prisonniers qui ont été condamnés, qui ont purgé leur peine depuis longtemps, mais ils n'ont pas été libérés sur ordre exprès du service national de renseignement. Là, est-ce que le président, il peut dire que c'est la faute des juges, alors que c'est lui qui donne l'ordre de ne pas les libérer? Quant à la substitution des magistrats dans le corps de la justice, Maître François Nyamoya trouve qu'Évariste Ndayishimiye aurait plutôt un plan d'engager les Imbonerakure au sein de cette institution. Encore une fois, Maître François Nyamoya, il est au micro de nos confrères de la radio RPA. Quand il dit qu'il peut chasser tous les magistrats et refaire entièrement l'institution judiciaire, c'est peut-être qu'il a un projet de donner du travail aux Imbonerakure en les plaçant dans le corps judiciaire après avoir chassé ceux qui y sont déjà. Sinon, la réhabilitation de la justice est impossible tant que le CNDD sera au pouvoir. Donc, si les Barundi veulent réhabiliter la justice, il n'y a qu'une seule voie, chasser le CNDD-FDD. Les paroles de Ndayishimiye n'intéressent plus personne. Les inquiétudes de l'avocat François Nyamoya font partie des critiques régulièrement émises par certains spécialistes du droit et de la gouvernance. Selon eux, le véritable problème au Burundi réside dans l'ingérence du pouvoir exécutif dans les autres institutions de l'État, notamment la justice, que le régime cherche à utiliser comme un outil pour faire taire toute voix discordante. Et c'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous toutes et à tous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. C'était Pierre Garungo au micro. À bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce mini-magazine Au cœur de la société présenté par Pierre Garou que nous mettons fin à cette édition parlée à langue française ce mercredi 25 juin 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Darazui. À bientôt.